Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peaceful Mind. Aujourd'hui, on va parler d'interaction sociale, de relations aux autres et surtout de ce qui peut nous poser problème parfois dans notre manière d'agir et de réagir. Et pour ça, on a invité Christine Zeppenfeld, j'espère que je prononce bien ton nom de famille, Tout à fait. qui est coach et thérapeute spécialisée en systémie et à l'école de Palo Alto. Voilà, qui est là avec nous parce qu'elle est spécialiste, Christine, de la relation aux autres, des émotions qui débordent. Les gens qui viennent te voir, ce sont des gens souvent qui sont dans des impasses, qui cherchent des solutions, qui ont souvent essayé pas mal de choses, mais qui ne sont pas arrivés à sortir d'une problématique qu'ils rencontrent professionnelle ou personnelle. Donc, ce que je te propose, Christine, c'est qu'on te laisse te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Tu as un parcours singulier dont tu vas nous parler. Tu as été à l'éducation nationale pendant 20 ans. Et à un moment donné, tu as décidé de prendre un virage, toi aussi, à 180 degrés. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, déjà, pour entrer en matière sur ce sujet de la thérapie brève? Donc en fait, effectivement, j'ai un parcours, comme on dit, atypique. C'est-à-dire que j'ai commencé, ma vie, en tant que metteur en scène, dramaturge, de théâtre. C'était ma passion et lorsque je suis devenue maman, finalement, je suis rentrée à l'éducation nationale où je suis restée plus de 20 ans. J'ai d'abord été, conseillère principale d'éducation et ensuite j'ai passé les concours pour devenir chef d'établissement et j'ai été proviseur adjoint dans 3 lycées, 2 lycées professionnels et un lycée général et technologique. Ça a de l'importance parce que je suis quand même passionnée à la base par les problématiques scolaires, les élèves décrocheurs, les élèves, phobiques, les élèves à besoins particuliers. Ça a toujours été un combat, depuis que j'étais rentrée dans l'éducation nationale et c'est là où justement j'ai rencontré finalement Palo Alto grâce à un livre extraordinaire que je conseille à tout le monde qui s'appelle Nos enfants sous microscope et qui est d'Emmanuel Piquet. Oui, Emmanuelle Piquet, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment une spécialiste de la systémie, qui est absolument incroyable et qui est spécialiste aussi du harcèlement scolaire, même si elle fait d'autres sujets. Elle a vraiment beaucoup œuvré pour la vulgarisation des bonnes pratiques auprès des enfants, auprès des parents. Donc, j'ai pas lu son livre, mais t'as raison, il faut que je le fasse. Oui, c'est ça. Et c'est pas vraiment la vulgarisation, c'est vraiment d'apprendre aux enfants que dans une relation, puisque justement, c'est un peu le sujet du podcast, c'est que tout est relation. Et c'est vraiment d'apprendre aux enfants que dans une relation, même une relation de harcèlement, puisqu'il y a une Harcèlement. relation harceleur-harcelé, chacun a un bout de la relation et donc chacun a capacité à changer la relation quand il change de posture. Et c'est ce qu'on fait en fait dans les cas de harcèlement. On va démonter le système avec l'enfant harcelé pour voir là où il peut changer sa posture, pour pouvoir faire différemment et que l'inconfort en fait change de camp. Et donc, l'interaction se voit évoluer. Ouais, complètement. Et donc, quand tu as découvert ça, tu as lu Emmanuel Piquet, donc tu as lu ce livre, Voilà, parce qu'en fait, tu étais dans le concret, tu avais les mains dans le cambouis dans les établissements scolaires. ouais, Toi-même, tu observais vraiment ces situations d'inconfort et d'interaction sociale complexes entre les adolescents. Et tu t'es dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau, en sachant que je suis sur le terrain? ouais. Alors ce livre déjà ça a été une révélation parce que hormis le fait que j'étais proviseur, j'étais aussi mère d'un adolescent et c'est juste au moment où il a pris en fait son envol et qui a été un adolescent extrêmement problématique. Ça veut dire Et quoi, extrêmement problématique? c'est-à-dire, ascolaire, il fumait des pétards, enfin bon, voilà, il faisait des bêtises, il était beaucoup dans l'opposition et évidemment, je faisais, tout ce que les parents, font, ceux qui viennent dans mon cabinet maintenant, c'est-à-dire j'essayais de le contrôler, j'essayais de le raisonner et cetera et rien ne fonctionnait, en fait. Et plus je faisais de la même chose et plus la relation se détériorait et justement, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit: «Mais en effet, j'ai fait mais n'importe quoi. Parce que en changeant finalement d'attitude, en accueillant l'émotion de l'adolescent en face, et en lui disant je te fais confiance, on change complètement la relation. Et en fait, ce que j'avais fait en tant que parent, c'était que finalement j'avais abîmé la relation en essayant de faire bien. Ouais, je pense que le moteur, souvent, dans l'interaction professionnelle ou personnelle, on veut toujours que ça s'améliore. Donc, on fait mieux ce qu'on fait déjà.
Mais ce qu'on observe et ce pourquoi les gens viennent te voir, c'est que finalement, ça n'évolue pas pour autant. C'est Parce clair. qu'on n'a pas pensé à faire d'une autre manière, parce qu'on simplement, ouais, on n'y a pas pensé, on n'en a pas eu l'idée, personne ne nous en a parlé. Donc, on n'a pas idée, voilà, de savoir par quel bout prendre la solution. Voilà. Est-ce Bah, que tu peux nous dire, bah, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas cette technique de systémie, thérapie brève, donc l'école de Palo Alto, ça consiste en quoi? C'est quoi les fondements de cette vision? Alors bon, Palo Alto, c'est une ville aux États-Unis et c'est là où, autour de conférences qui s'appellent les conférences Messi, beaucoup de chercheurs se sont réunis. Donc, il y avait des ethnologues, il y avait des mathématiciens et il y avait Erickson, que tout le monde connaît par rapport à l'hypnose, et des psychiatres, etc. Et donc, ces gens-là se sont interrogés pourquoi finalement, c'était sur les vétérans en fait qui revenaient de la guerre, pourquoi les thérapies traditionnelles ne marchaient pas. Et en fait, donc, ils ont fait des expériences pour faire différemment. Et en fait, par rapport à la psychologie traditionnelle, qui s'intéresse au pourquoi il y a un problème, les thérapeutes, bref, eux, s'intéressent au comment le problème se manifeste. Je prends un exemple, si le problème c'est d'être tombé dans un trou, bah, les thérapeutes traditionnels vont regarder, est-ce que quelqu'un t'a poussé dans le trou? Est-ce que on t'a fait un croche-pied? Peut-être ta mère rêvait-elle de trous lorsque elle était enceinte de toi, etc. Et ça convient à beaucoup de personnes. C'est souvent très long et ça coûte souvent très cher. Et nous, en thérapie brève, on fait pas du tout ça. On va descendre avec la personne dans le trou pour voir avec elle quels outils on peut développer pour l'aider à sortir du trou. Mais on va pas faire à sa place. Et donc, on est dans l'ici maintenant. Comment Ouais, le problème se manifeste? Qu'est-ce que la personne a fait de très logique jusqu'à présent pour le régler? Mais si elle est là, c'est que ça n'a pas ça n'a pas fonctionné. encore fonctionné. Et donc, on va essayer de faire différemment en étudiant effectivement toutes les interactions qui vont nourrir ce système. Et donc, j'ai une question quand quelqu'un vient de te voir. Donc, c'est vrai que tu as la double casquette coach et thérapeute. Donc, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que finalement, on va pas chercher la genèse et le décortiquer finalement tout ce qui s'est passé dans l'événement. Ce qu'on va chercher à faire, c'est la personne vient te voir parce qu'elle veut trouver une solution. Donc elle vient avec un problème pragmatique, on va dire. Donc voilà, j'en suis là. Je vais prendre un exemple. Au travail, avec mon N+2, ça passe pas du tout. J'essaye de faire mon mieux, mais je me rends compte que toujours l'interaction, enfin l'échange reste aussi froid, formel. J'aimerais passer à une autre manière de communiquer. Bon, là, la personne, elle vient avec un problème très pragmatique, où ça pourrait être la même chose dans je n'arrive plus à communiquer avec mon mari, ma mère, mes enfants, enfin, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée de je viens avec un objet que je veux résoudre. Et donc, on n'est pas en train de mener une enquête sur toute une vie ou les origines de pourquoi, d'où est née en fait cette problématique d'interaction, mais plutôt sur comment je la résous. C'est ça, Ok. en fait, c'est comment ça se manifeste. C'est-à-dire, donc, dans ton exemple, je vais dire, OK, bah, la dernière fois, est-ce que tu peux me raconter ce que ton N+2 t'a dit, ce que tu lui as répondu, est-ce que quelqu'un d'autre, la secrétaire ou quoi, est intervenu? Voilà, on va aller chercher tous les gens toutes les interactions du système et on va essayer de comprendre le dénominateur commun entre toutes ces interactions puisqu'elles n'ont pas fonctionné. Et après, on va proposer à la personne de faire à 180 degrés, c'est-à-dire de faire le contraire de ce qu'il fait. Donc, par exemple, Comment ça se passe ça quand tu proposes de faire l'inverse? Comment c'est accueilli? alors, en général, je préviens toujours quand je fais le cadre de la thérapie ou du coaching qu'il y aura des exercices à faire entre les séances. Parce qu'en fait, du coup, dans ce type de thérapie, le thérapeute va effectivement donner des outils, donner des exercices, mais il va pas faire d'interprétation ou faire à sa place. On fait des expériences. C'est-à-dire, je vais dire, bah, vous allez essayer, par exemple, bon, si elle, chaque fois, elle se défend d'exister, je vais lui dire, faites le contraire. Donc, ça veut dire, allez vous affirmer, par exemple. On va essayer pendant les 15 prochains jours de voir ce que ça donne. Et puis, on commence à l'outiller. Donc c'est à- vraiment un test and learn. C'est tu vas, tu testes, tu reviens. Qu'est-ce que tu observes? Voilà, Est-ce qu'on peut faire d'une autre manière? Est-ce que tu as déjà observé des changements positivement? c'est ça. C'est vraiment ça. Ou des fois, on donne juste des exercices d'observation pour que la personne, en fait, elle se rende compte en se mettant un peu en méta, elle se rende compte de ce qu'elle fait et du coup, de comment ça marche dans l'interaction. Et finalement,
comment ça va modifier ou pas la relation. Donc voilà, par exemple, bah, dans les cas de harcèlement, lorsqu'on outille les adultes ou les enfants, hein, on va travailler avec eux des répliques qui vont leur faire changer de posture. Pour ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que l'inconfort change de camp. Et donc, quand tu dis on va travailler des répliques, c'est finalement Mm. tu les aides à préparer leur discours Ouais. et en préparant leur discours, tu les aides à changer leur posture pour qu'ils soient plus forts, plus Bah, en confiants. fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, la personne qui est harcelée, elle va se mettre dans une posture où elle va être plus sûre d'elle parce elle a des outils pour clasher ou pour mettre dans l'inconfort la personne en face. En général, on s'arrange, surtout dans les cas de harcèlement. Quand c'est des garçons, généralement, ils ont une cour derrière eux, même les filles aussi. Hein, mais voilà, et on s'arrange pour que ça soit vraiment, il se fasse clasher devant sa cour pour que voilà, l'inconfort change vraiment de camp. Et ce qui est super décevant pour les enfants surtout, c'est que comme ils arrivent avec une posture genre va-viens, parce qu'ils savent que maintenant ils savent faire, et donc en fait l'autre ne vient pas, parce que juste avec le changement de posture, Oui, ça a une bah Ça vient incidence impacter directe l'autre. Ouais. le système, en fait, le système voilà, social. c'est ça, Ouais. c'est Donc là, exactement la ça. bande de copains, les collègues au boulot. Voilà, c'est ça. Et Ouais, donc, c'est comme si un ado disait maintenant je fais du Krav Maga, je fais du self-défense, et du coup tout le monde le sait et plus personne n'a envie de l'approcher, quoi. C'est ouais, un peu. mais ouais, là je dirais c'est de la grammaire relationnelle en fait qu'on leur Ok. apprend. C'est-à-dire que tout est relation et on peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est vraiment un des axiomes de la communication qui est un fondement de la thérapie brève. Et en fait, c'est-à-dire que celui qui tourne le dos et qui s'en va, il communique en fait. Donc voilà, celui qui se tait, il communique. Donc nous, on apprend une communication différente qui fait que finalement, eh ben, on n'est plus dans une position haute et une position basse, mais on va être dans une position d'égal à égal. Et donc de savoir, c'est pas vraiment se défendre, mais enfin, c'est d'expliquer à l'autre, de le mettre dans l'inconfort dans lequel il nous a déjà mis, quoi. Donc Et pourquoi ce petit pivot contre-intuitif peut-il vraiment changer dans quel que soit le type de contexte, tu vois? C'est-à-dire que là, on a l'exemple de l'école, mais comme tu le dis, ça peut être vraiment avec un collègue, un supérieur hiérarchique, dans le monde du travail, ça peut être avec un membre de ta famille. Là, on le comprend très bien dans l'exemple avec les adolescents, mais ça marche toujours aussi bien, quel que soit le type de contexte bah, et la après, position. c'est-à-dire que, en fait, on a remarqué que plus on fait de la même chose et plus on nourrit le système. Donc, je prends une métaphore que j'aime bien et qui n'est pas de moi, qui est une de mes patientes. C'est que si tu as une recette de tarte aux pommes et que ta tarte aux pommes, elle est vraiment dégueulasse, eh ben, si tu refais la même recette, ne t'attends pas à ce qu'elle soit meilleure. Donc, voilà. Et donc, quand tu fais tout le temps de la même chose, tu nourris le système avec le problème, en fait. Enfin, tu nourris le problème et tu nourris le système. Donc, si tu ne changes pas ta Ta recette, recette ça marche pas. ou tes ingrédients, donc après, c'est ça, c'est dans le système, on va voir Ok. ce qui est T'as plus... raison, je vais garder l'image de la tarte aux pommes. Je crois qu'à chaque fois, je vais visualiser une grosse Mais tarte aux pommes. c'est pas Einstein qui disait ça? Si tu fais toujours la même chose, tu peux pas espérer avoir des Exactement, résultats c'est différents? ça, Ouais, c'est je crois. ça. Ok. C'est la Oui, base, oui. c'est Einstein. Ok. Mais ma Mais c'est cliente, mieux que la tarte aux pommes. voilà, mais moi j'ai trouvé ça brillant d'illustrer ça avec une tarte aux pommes parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui te font toujours la même recette, c'est tout le temps dégueulasse, mais ils comprennent pas qu'il faut changer la recette, quoi. Ouais, t'as Donc, raison. voilà. Et nous, on dit pas forcément de tout changer. Déjà, on essaye de les faire observer ce qu'ils font, de très logique, tu vois, parce que par exemple, sur des parents d'adolescents qui veulent absolument que leurs gamins réussissent à l'école et qui sont tout le temps en train de dire t'as fait tes devoirs, viens, je vais t'aider à faire tes devoirs, voire qui finissent de faire les devoirs à la place. Hein, je sais de quoi je parle. T'as des Donc, paquets, t'as des kilomètres de copies à ton actif. c'est ça. Et donc, c'est-à-dire que plus tu vas essayer de faire à la place Plus de tu forces, en l'autre, fait, plus tu rentres dans le forcing. voilà, plus tu vas être dans l'injonction à ce qu'il travaille, bah, moins il a d'intérêt de travailler, puisque de toute façon, maman fait ça tellement bien que je vais pas me forcer. Ouais. Donc voilà. Donc là, c'est d'arriver, en fait, de passer de la prise en charge
au 180 degrés, qui n'est pas exactement, parce que le 180 degrés de la prise en charge, ça serait l'abandon. Donc, on ne fait jamais ça quand on est parent. Mais là, on est un peu au milieu et on est sur la Ouais, c'est ça. responsabilisation. J'allais te dire, donner de la Voilà, responsabilité c'est à ça. chacun pour lui-même. C'est de lui dire, bah ok, bah écoute, je suis à ta disposition de 8h à 8h30 si tu as besoin pour tes devoirs. Et je te fais confiance, tu sais ce qui est bon pour toi. Et effectivement, si tu travailles pas, le risque, c'est d'avoir une mauvaise note. Il faudra que tu en assumes les conséquences. Et est-ce que tu as l'accueil de ta vision, justement ce 180 degrés, comme tu le dis si bien, est-ce que tu as des réticences? Et quand les gens viennent te voir, est-ce qu'ils ont des peurs, tu vois? Parce que quand tu restes dans un système, finalement, ou quand tout changement, on reste dans des modes de fonctionnement parce que changer nous met d'une certaine manière en danger, ou en tout cas nous demande de fonctionner d'une manière dont on ne sait pas faire. Donc il y a des réticences. Si on te dit, je prends l'exemple de l'adolescent par exemple, qui a du mal à prendre la parole en public, qui est peut-être un peu timide, on est un peu peut-être dans des clichés, mais va le voir, sois courageux, c'est le beau gosse du groupe, toutes les filles l'adorent, etc. Donc j'imagine qu'au-delà de ça, il y a quand même des peurs qui sont présentes et qui l'empêchent au départ de passer à l'action d'une autre manière. Donc quand quelqu'un vient te voir, est-ce que vraiment il y a ces peurs déjà qui s'expriment au départ? Et comment tu accueilles ça finalement pour les aider à prendre un chemin différent? Alors ça, c'est justement tout l'art du systémicien, c'est d'aller chercher l'émotion qui crée en fait l'inconfort. Et la peur, c'est souvent une émotion qu'on a beaucoup parce que, en fait, en tant que chasseur-cueilleur, à la base, la peur, elle est là pour nous protéger des tigres, des lions. Donc voilà. Et là, la peur, elle est là pour nous protéger de ne pas traverser n'importe comment à Paris pour pas être écrasé par les voitures. Donc si tu prends un curseur de 0 à 10, une peur qui est logique pour tout le monde, c'est à peu près à 2, 3 parce qu'elle va te protéger. Sachant que les gens qui ont une peur à 0, ils sont hyper dangereux, quoi. Parce que là, Ouais. c'est ceux qui font Oui, n'importe quoi. il y a pas de filet de sécurité. Voilà, c'est ça. Mais la peur, quand elle devient justement envahissante, qu'elle va monter, et voire même jusqu'à 10 pour les phobies, eh ben, elle va empêcher souvent les gens d'agir ou elle va les faire éviter. Ça va dépendre du système, hein, c'est toujours pareil. Et c'est d'aller voir, par exemple, la prise de parole en public. Alors, soit les personnes vont perdre tous leurs moyens, donc ils vont se débrouiller peut-être pour ne pas parler en public. Exactement, Tu vois, éviter, enfin, Éviter. stratégie d'évitement. voilà. Donc nous, à 180 degrés, on va les faire expliquer, donc métacommuniquer par exemple. J'ai le souvenir d'une de mes patientes, c'était ça. Elle devait prendre la parole devant 300 personnes, elle était terrorisée, quoi. Et donc, je lui ai simplement dit, enfin, on a travaillé ensemble, hein, bon, je le fais court, mais c'est 2, 3 séances, pour qu'elle apprenne à expliquer en disant, bah, là, il y a 600 yeux qui me regardent, donc probablement que je vais bafouiller, probablement même que je vais m'évanouir. Mais je préfère vous prévenir en fait, quoi. Et du coup, rien que de communiquer sur sa peur, bon, avant on l'avait fait traverser. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et ben Oui, parce justement, que tu elle peut. travailles vraiment sur. Ouais. C'est vrai qu'on a eu cette discussion, notamment sur la peur. Ce que tu m'expliquais, c'est que face à une peur, tu as différentes. On en parlait, tu as différentes postures. Donc, tu as la posture de J'évite. j'évite ou je suis tétanisée. Ouais. Tu as la posture de Je me bats, je suis Je me agressive. bats, voilà, je je suis en suis- mode fighting. Voilà. Et puis, tu as celle où je surfe, en fait. Ouais, Je vole et et. celle où tu es tétanisée, vraiment, Ok, l'autre. Ok. tu vois. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est justement, c'est parce que une peur, finalement, que tu évites, elle ne fait que te poursuivre et s'amplifier. Ça, c'est le risque. Mais si tu l'affrontes, elle va se transformer en courage. Et on le vérifie toujours, même chez, par exemple, les petits qui ont des peurs très légitimes, comme la peur de la mort ou la peur que leurs parents disparaissent, ou la peur de vomir, ou voilà, il y a plein de peurs différentes. Et on va chercher quelle est l'émotion aussi, voilà, et qu'est-ce que la personne fait de très logique. Donc, est-ce qu'elle évite? Voilà, c'est vraiment de faire quand la personne évite, on la fait affronter. C'est horrible, hein.
C'est horrible parce qu'on lui fait faire ça en séance. Donc, par exemple, si c'est une petite fille qui a peur de vomir, bah, on va aller avec elle dans une situation à l'école où elle va vomir en pleine classe, où il va y en avoir partout, où tout le monde Ouais, va c'est se vraiment moquer c'est pousser le d'elle. curseur de manière à ce que ce soit la pire version Le finalement de pire, ce qu'elle peut vivre. c'est ça. Et ce qu'on peut même leur demander, c'est vraiment horrible, c'est de le refaire chez eux pendant 15 jours, 15 Ça donne minutes pas par envie jour. là comme Waouh. ça, Christine. Et alors raconte-nous la fin de l'histoire. Donc le fait qu'elle revive cette scène. C'est horrible. Donc elle a déjà, ce que Elle me déteste. elle te déteste, d'accord. Mais après finalement, à quel moment elle ressent du bénéfice de ça? C'est-à-dire qu'en fait elle l'a affronté pour de vrai. C'est ça. Et une fois que tu l'as affronté, en fait, ton cerveau fait pas la différence entre si c'est vrai ou faux. C'est comme quand tu vas voir un film d'horreur, t'as peur, t'as les mains qui suent, etc. Et donc là, le fait de le faire un peu en mode, En visualisation. voilà, en visualisation, un peu, tu te mets sur ton lit face à ton mur et tu t'imagines la classe. Et voilà, on lui fait vraiment la mise en scène, en fait. Hein, donc voilà. Et elle va dire, mais c'est horrible, etc. Mais on va vraiment très, très loin dans sa peur. Et une fois qu'elle l'a traversée, cette peur, elle se transforme en courage. C'est-à-dire que elle l'a vécu, donc dans cette visualisation. Et en fait, et ben finalement, elle diminue petit à petit. Oui, parce qu'elle sait qu'elle sait y faire face. Elle l'a vécu. Donc, Ouais, c'est intégré en fait. elle l'a traversé. Ouais, ok. Voilà. Emmanuel Piquet, que j'adore, hein, tu l'as bien compris. Donc, elle dit, elle a traversé le lac gelé de sa peur. Et j'aime vraiment bien cette expression parce que C'est une image c'est ça. très claire Voilà. qui explique beaucoup de choses. Euh, Souvent, on peut se poser la question, mais finalement, quand j'ai des problèmes relationnels, enfin une forme de problématique relationnelle, d'où vient le problème? C'est moi, c'est l'autre, c'est l'interaction, c'est une forme de boucle. Souvent, c'est un réflexe assez naturel chez les gens. Ils se disent, non mais attends, j'ai fait de mon mieux. L'autre en face, je pense que si on était les petites souris, dirait certainement la même chose. Donc, Carrément. d'où vient le problème? Alors, en fait, le problème, il vient pas d'une personne. Il vient de la relation. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple qu'une relation, c'est comme un fil. Donc, entre toi et moi, entre Francky et moi, entre Francky et toi, il y a à chaque fois un fil qui signifie la relation. Et en fonction de ce qu'on va faire de ce fil, si on va tirer dessus, si on va faire des nœuds, etc., finalement, chacun de nous a un pouvoir sur cette relation. On a le pouvoir de le tendre, de le détendre, de l'emmêler. On a le pouvoir de le lâcher et de s'en aller. Donc, on a vraiment le pouvoir. Et c'est ce qu'on va étudier. C'est qu'on va étudier, déjà, ce qui nous intéresse, c'est qui souffre. C'est généralement les personnes qui sont dans nos cabinets, c'est celles qui souffrent. Donc, on va aller vraiment voir leur propre souffrance et comprendre dans la relation là où ça chauffe, là où ça fait souffrir. Et c'est là qu'on va leur proposer de faire différemment. Des fois, c'est vrai que c'est pas forcément très confortable. Hein. C'est pas tout le temps le monde des bisounours parce que parfois, si tu vois par exemple les femmes battues, souvent, elles sont très amoureuses de leur bourreau parce que des fois, effectivement, il les bat et c'est horrible. Mais après, il vient, il lui amène des fleurs et elle est très amoureuse et voilà. Donc voilà, et on peut pas choisir en fait à la place de la personne et on peut surtout pas lui conseiller ce qu'elle a à faire. Oui, en fait, c'est de toute façon, c'est elle qui guide aussi, qui est maître, on va dire, de sa propre écologie C'est ça, personnelle. on est très dans l'écologie, c'est exactement le mot. Mais ce que j'entends aussi, et ce qui semble logique, mais je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on peut, on peut agir sur nous-mêmes. Donc en fait, on peut décider de changer quelque chose pour que l'interaction évolue. Mais ce que je comprends aussi, c'est qu'on n'est jamais sûr de quelle manière elle va évoluer. C'est-à-dire qu'on peut changer, nous, notre partie, comme tu disais, du fil, du chemin, mais en face, on peut avoir une réaction qui est inattendue et qui n'était pas exactement celle qu'on aurait souhaité finalement. Voilà. Qu'elle soit ni bien ni mal, mais finalement, c'était un scénario qu'on n'avait pas envisagé. Et donc peut-être qu'il nous demande de nous réadapter encore, si on le souhaite, bien évidemment, pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Complètement. Et je reprends l'exemple des femmes battues. Souvent, toutes les personnes autour d'elles leur disent « quitte-le, barre-toi ». Donc voilà, et elles ne le font pas. Et nous, en fait, on va aller vraiment les rejoindre en disant « mais on comprend que vous l'aimez, donc c'est super difficile de le quitter, quoi ». Et puis après, on va leur expliquer les différentes routes
mais on va jamais les inciter à en Oui, il n'y a choisir pas une. de. C'est pas. Voilà, c'est soit effectivement elle le quitte et le risque, c'est, on l'a vu hein, dans les féminicides, c'est qu'il la retrouve et qu'il la tue. Oui, c'est vrai. Là, j'ai lu un livre, je sais pas si tu l'as lu, il vient de sortir, La Nuit au cœur, Non, je l'ai pas lu. qui a eu plusieurs prix, justement. Ah, C'est des histoires de féminicide. C'est vu de l'intérieur, donc en fait, tu comprends le fonctionnement et tu comprends à quel point c'est complexe d'en sortir. Très mm. peu en sortent et ça arrive justement jusqu'à des situations pas dramatiques de féminicide. Et on se rend bien compte aussi de ces femmes qui savent pas comment en sortir parce qu'en fait, c'est une forme c'est pas une drogue, mais c'est un cercle peut-être aussi dans lequel il y a la honte qui s'intègre à ça, ne pas savoir comment s'en sortir. Bon, Ouais, il y voilà, a c'est beaucoup pas évident. d'émotions, hein. Ouais, il y a beaucoup d'émotions et justement, bah, c'est ça, c'est d'arriver à comprendre qu'il n'y a pas de bon choix et de la mettre en fait face à ces deux routes. Soit tu le quittes et le risque, c'est effectivement que ça peut aller jusqu'au féminicide. Mais si tu restes avec lui, tu sais que tu auras quand même ces bons moments où il est amoureux et tout. Mais le risque, c'est aussi qu'il te tue finalement. Oui, oui, il n'y a pas de prise de position de la part du Voilà. coach ou du thérapeute. C'est bien sûr, c'est la personne qui décide, enfin qui Voilà. Nous, décide on pour est elle. vraiment dans son système et on essaye vraiment de. Parce que tout ce que les gens font, c'est hyper logique. Oui, Et en fait, c'est vraiment la. parfois changer, c'est dangereux en fait. Bah, c'est surtout dangereux, c'est pour ça que ça se passe pas, Ouais. en général. Non, mais tu peux avoir des personnes qui ont tout intérêt à ce que les choses ne changent pas. Par exemple, en thérapie brève, on peut traiter aussi les douleurs. D'accord? Et donc, il y avait une dame qui est venue me voir parce elle avait très, très mal au dos. Et en fait, on a vu avec elle, en traçant le système, et en voyant que finalement, cette douleur, elle lui permettait quand même d'être vraiment prise en charge par son mari qui la conduisait partout, qui faisait plein de choses, par ses enfants qui venaient la voir, etc. Et le risque, si on touchait à sa douleur, c'était qu'elle reparte dans un truc où elles doivent tout faire à la maison et tout, et c'était pas OK pour elle. Donc dans ce cas-là, on ne touche à rien. Mais donc, le fait qu'elle soit venue te voir, c'est là où elle a compris finalement, en parlant, c'était la prise de conscience de dire j'ai mal, j'ai envie que ça se règle, d'accord, mais finalement, tu es une professionnelle de ta douleur, donc pourquoi tu continues à avoir mal? Ah, et effectivement, si j'ai plus cette douleur, je vais être obligée de bosser, reprendre plus de choses en main, et finalement, c'est assez confortable pour moi, donc finalement, je vis bien avec ça. Voilà, et donc là, ces deux routes, c'était soit supprimer sa douleur et prendre le risque de tout refaire pour les autres, soit garder sa douleur et rester comme ça, parce que finalement, c'était mieux pour elle et c'est ce qu'elle avait choisi. Mais bon, Donc elle a gardé sa douleur elle a gardé sa en faisant douleur. croire. Oh non, d'accord. Non, Ok. elle ne faisait pas croire, elle Non, avait non. vraiment mal. Est-ce qu'elle aurait pu choisir de régler sa douleur et de continuer à dire qu'elle avait mal au dos? Ah, après, je ne sais pas, hein, voilà, mais voilà, Ok. et c'est justement moi ce qui me plaît dans la thérapie brève, et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce modèle, c'est que finalement, le thérapeute, il est là vraiment pour juste donner des outils, mais c'est vraiment la personne qui va régler son problème ou pas. Parce que bah, des fois, comme ça, voilà. Mais c'est-à-dire que les gens sont éclairés et qui sont acteurs de leur Ouais, thérapie. c'est vraiment ça. En Voilà, fait, c'est un booster pour qu'il soit dans l'action c'est ça. avec vraiment une nouvelle manière de faire et pour Mm. observer s'ils arrivent à produire un changement dans l'interaction sociale ou en tout cas dans l'échange avec les autres. Est-ce que tu observes des résistances quand les gens viennent te voir? Parfois, oui, 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 bah oui, parce que comme c'est vraiment très logique ce qu'ils font, alors ça, c'est vraiment après tout l'art du thérapeute bref, c'est-à-dire d'arriver vraiment à expliquer à son patient le cercle vicieux dans lequel il s'est enfermé, dans Dans l'interaction. sa super stratégie de fonctionnement? Voilà, mais C'est ça? sans juger, hein, c'est vraiment, voilà, on lui explique. Et souvent, vous avez vu, je parle avec beaucoup de métaphores. Souvent, on utilise les métaphores qui, justement, vont toucher, en fait, par l'image, quelque chose qui vont rendre répulsif ce qu'ils font actuellement, quoi. En expliquant à la maman qui prend en charge les devoirs de son fils, qu'elle lui envoie 2 messages en prenant en charge. C'est le premier, c'est je t'aime, je fais à ta place. Et le deuxième, ça c'est le message explicite, mais le message implicite, qui est souvent le plus écouté, c'est tu n'es pas capable. Et donc le fait de lui redonner la responsabilité, ça va réparer la relation, mais ça va pas faire qu'il va être forcément meilleur à l'école. Donc il y a aussi des renoncements. Choisir, c'est renoncer, hein. Donc voilà.
Et c'est ça, c'est vraiment une thérapie de la responsabilité. Et si la maman, elle décide de ne pas changer et de toujours prendre son gamin en charge, parce que pour elle, c'est mieux, c'est elle qui choisit. Nous, voilà, on n'a Oui, oui, pas il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de jugement. aucun. C'est Non, vraiment chacun est maître, mais prend ses décisions en pleine conscience, en regardant les choses, en disant, bah, en fait, j'ai pas envie que ça change finalement. c'est ça. C'est juste accepter ça. Est-ce qu'il y a des tentatives de solutions que les gens mènent, mais finalement qui entretiennent le problème? Ah bah, toutes les tentatives de solution entretiennent le problème, en fait. Tout ce que, parce que enfin, on dit les tentatives de solution ou tentatives de régulation. Et tout ce que ça, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon, c'est tout ce que les gens font de très logique pour régler leurs problèmes. Donc c'est quoi? Contrôler C'est contrôler, éviter, ne pas y penser. Bon, après, voilà, chacun les siennes. C'est important, c'est vraiment, c'est ça, nous, on est un peu, il y a les Ghostbusters, nous, on est les Ghostbusters. On chasse les tentatives de régulation. C'est pour ça qu'on est des fois un peu embêtant, on pose plein de questions bizarres. Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que votre mari dit? Et là, quand votre fils, vous le mettez au travail, qu'est-ce qui se Oui, en fait, tu es passe? vraiment au microscope de ce qui se passe C'est en- dans les scènes, on va c'est dire. plus en mode drone, en fait. Oui, Moi, je dis souvent, bon, ça va être horrible parce que j'ai besoin d'être un drone dans votre cuisine, là, ou dans votre tête quand ça se passe en interne, parce que parfois aussi, c'est juste l'individu avec lui-même. Comment il va faire le cercle vicieux dans sa tête, par exemple, sur la prise de parole en public. Hein, oui. voilà. Donc, c'est vraiment soit d'être dans sa tête et de voir qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il fait, et puis voir s'il y a des gens autour qui, effectivement, vont abonder, dans quel sens, etc. Et trouver bah, ce qui n'a pas marché, et donc de dire, bah, voilà, on inverse, et on fait le 180 degrés. Ça paraît simple hein, comme ça, parce que, C'est bien expliqué. Oui, oui, mais je pense que voilà, quand tu es challengé sur bah, tes peurs, des idées que tu n'as pas eues, et puis des interactions qui te... Si tu es là, enfin, si tu es en cabinet, c'est que c'est dans des interactions qui te touchent, en tout cas, qui sont importantes pour mm, toi. Voilà, c'est comme toute théorie. Une fois qu'on l'explique, ça peut paraître simple. Quand on se colle au problème, ou en tout cas au sujet, oui, oui, en général, on est assez challengé. Donc, ouais. quand on doit se l'appliquer à nous-mêmes, c'est pas si simple que ça, hein. Ouais, ouais. Non, c'est pas ça, parce que en fait, c'est un peu enfin, c'est carrément du sur-mesure, tu vois. T'as des fois, tu peux avoir des thérapies qui sont du prêt-à-porter, mais là, c'est vraiment du sur-mesure parce que c'est vraiment la personne et les personnes qui interagissent avec dans le problème. Donc voilà. Donc là, ça paraît simple quand je dis, bah, au lieu de prendre en charge, on responsabilise, mais c'est pas si simple que ça Ouais, ouais. parce que c'est vraiment, on a listé tout ce que la maman ou le papa a fait d'hyper logique depuis le début, et au fur et à mesure, on va lui dire, on va l'aiguiller sur comment il peut faire autrement, Oui, en c'est fait. ça. Il faut en fait changer tout un système qui existe depuis longtemps, C'est ça. qui sont des habitudes. Mm. Les habitudes, on dit qu'elles ont la vie dure. Effectivement, c'est pas simple de changer une habitude. Tu dirais que finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Enfin, s'il y a quelque chose qui est le plus important, c'est quoi? C'est vraiment le choix des mots quand on s'adresse aux autres? C'est le comportement? C'est un mix des deux? Euh, pour qu'on ait de l'impact, justement, dans l'interaction, C'est de bien, en fait, c'est vraiment d'aller rejoindre la personne Ouais. là où elle est, à ce moment-là, quoi, au moment où on est. C'est-à-dire d'aller peut-être voir l'émotion. L'émotion, elle nous donne beaucoup d'informations parce que justement, quand on est dans la peur ou quand on est dans la tristesse, voilà, il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans la tristesse, qui essayent d'éviter d'être tristes. Parce que bah, ça ne se fait pas dans notre société hein, de dire, voilà, par exemple, moi, je suis en deuil de mon chien, donc je suis triste. Et les gens, ils peuvent ne pas comprendre. Ouais. Donc, on s'autorise pas à pleurer devant tout le monde. Donc, on évite d'être triste. Mais si on évite d'être triste, notre tristesse, elle va sortir à un moment donné. Ouais. Donc, Mm. ce qu'on fait dans ces cas-là, ce que moi je fais là avec mon deuil, c'est que je donne rendez-vous tous les jours pendant 15 minutes à ma tristesse. Je regarde des photos de mon chien, je pleure, c'est horrible, elle n'est plus là, j'aurai plus de promenade avec elle, etc. Et comme ça, quand ça revient dans la journée, là par exemple dans le podcast, je dis bon ben non, on a rendez-vous ce soir, ma tristesse, donc c'est ok. Ouais, ouais, tu l'as convoqué et puis tu te dis, C'est ça. je l'accepte en fait.
Bah, J'essaye pas de la faut mettre lui sous le laisser de tapis, la hein. place. Je lui laisse de la place parce que quand tu évites, tu laisses pas la place. Ouais. Et les émotions, elles ont toute une fonction, donc c'est important de leur laisser la place parce qu'elles ont chaque fois quelque chose à te dire. Et en général, elles sont dans le corps, les émotions. Ouais, bien sûr. Donc, Bah, elle commence par le corps et il voilà. sait très bien te dire Voilà. quand Et ça va pas. voilà, si tu les écoutes pas, eh ben, elles font des bêtises. Tu vois, c'est l'histoire de Vice-Versa, le dessin animé Pixar, là, où Joie, elle dit à Tristesse, vas-y, mets-toi là, bouge pas. Et donc, c'est catastrophique Ouais, après. ouais, ouais. Tristesse, c'est la réaction en chaîne. Moi, je pensais à une phrase des Mignonnes, mais je vais pas la dire ici parce que c'est un peu. T'as envie de la dire ou pas? Bah, dans les Mignonnes, ils disent quand on a des P, faut pas les garder. Je connais pas les Mignonnes, mais c'est sinon, excellent. ça monte au cerveau et ça donne des idées de merde. Voilà, donc c'est vraiment D'accord. Merci Francky. C'est un Merci autre- Francky C'était- pour cette citation. full On est passé- value. Après Emmanuel Piquet, Palo Alto, on Francky passe plus à full Les mind. Mignonnes. C'est bien, c'est bien. Non, mais Avec- c'est vrai, en fait, si tu gardes Garde. ça, ça te Oui, fait oui, mal c'est au vrai que ventre. ça- Ça monte pas forcément au cerveau, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça vraiment dans la thérapie brève, dans la systémie. C'est ce que tu disais, c'est vraiment, bah, tu as des bonnes raisons de ne pas avoir envie d'aller à l'école, tu as des bonnes raisons de ne pas avoir envie de faire tes devoirs, tu as certainement des bonnes raisons. Donc, quelles sont-elles en fait? C'est ça, c'est d'aller chercher dans quel système elles s'inscrivent. Tu vois? Parce que, par exemple, sur effectivement, les bonnes raisons de ne pas aller à l'école, c'est que si tu vas à l'école et que le prof en face il va faire ah, mais tiens, un revenant, eh ben, du coup, tu vas repartir, tu vois. Et après, d'aller vérifier les peurs. Non, c'est du vécu, hein, Non, parce non, mais que oui, c'est pour ça que je rigole. voilà. Ça sonne tellement vrai, moi, si je tu suis veux. une ancienne élève décrocheuse, absentéiste, qui n'est pas le bac, donc je comprends. Et c'est pour ça que ça a été un combat pour moi, et c'est toujours un combat, justement. Et finalement, les élèves ne sont pas tous faits pour aller à l'école, quoi. Il y a des jeunes qui apprennent différemment. Et c'est vrai que les parents, bah, l'objectif, c'est bac, Parcoursup, etc., etc. Donc, ils leur mettent de la pression et des injonctions, souvent, il faut que tu ailles. Ouais, il faut, tu dois, ça marche. C'est ça, C'est à combattre, c'est ça? C'est ça. Bah, ça dépend. Si ça marche, non. Et parfois, il y a peut-être des gens pour qui ça marche. Mais souvent, c'est quand un adolescent est en phobie scolaire, c'est son corps qui refuse de l'emmener à l'école, en fait. Mais si on parle à sa tête en lui disant il faut, tu dois, ça va pas marcher. C'est Oui, d'aller c'est ça, c'est que ça comprendre a ce qui pas se de. passe dans le Mais corps. après, les il faut, tu dois, il y a quand même des choses dont on se rend compte plus tard, c'est que ça crée des mécanismes. Même bah si oui. sur le coup, tu ne résous pas, plus tard, c'est tu as envie de travailler sur une pensée limitante, je dois travailler dur pour réussir. Bon, bah, tant que tu n'as pas travaillé dur, tu n'as pas l'impression de réussir. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Oui, C'est des oui. choses que tu crées pour plus tard. Donc, bon. Donc, Ah bah, ouais. toutes les graines que tu plantes C'est ça. vont donner des fruits, hein, un jour ou l'autre. Est-ce qu'il y a des petits... on aime bien dans le podcast essayer d'avoir des tips ou des petits outils pratiques pour que les gens se figurent, tu vois ce que je veux dire, de ce que ça peut être. Donc, est-ce qu'on a des petits tips pour faire à 180 degrés, des questions qu'on peut se poser, des types de questions qu'on peut se poser? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous partager Bon, comme j'ai dit, c'est du sur-mesure, Ouais. mais bon, de se dire, par exemple, d'être conscient de j'évite, c'est-à-dire de faire le 180, c'est j'affronte. Donc, c'est ça. Euh, Mais quand tu dis j'évite, c'est marrant, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec une de mes amies qui s'est rendue compte finalement qu'elle évitait tout le temps la prise de décision. Donc, t'imagines que dans une vie, éviter les prises de décision, voilà, c'est un challenge parce qu'on est forcément face à des prises de décision, surtout quand on est un adulte responsable régulièrement. Elle s'est rendue compte qu'elle évitait. Typiquement, si je lui dis OK, affronte, c'est dans un. Alors, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on va chercher, en fait, qu'est-ce qui se passe quand elle doit prendre une décision? Quelle est l'émotion dominante? Est-ce qu'elle a peur de se tromper? Est-ce qu'elle a peur de ne pas prendre la bonne décision? Etc. Et là, nous, avec nos outils, bah, justement, on va l'amener à affronter le fait, si c'est vraiment de l'évitement, de ce qui se passerait si finalement elle prenait une très mauvaise décision. Ouais, c'est ça, tu la projettes dans le pire scénario. Voilà, C'est parce ça. que là, c'est l'émotion dominante, ça va être de la peur.
tu vois. Oui, oui, Donc, oui, oui. on va aller sur, Oui, effectivement, comme c'est de la peur, tu vas voilà, vraiment tu vas vraiment à fond là-dedans, comme tu Mm. l'expliquais tout à l'heure Voilà, tout pour à une fait. petite fille, Mm. etc. Mais de la même chose sur ce type Voilà. de situation. Mm. Est-ce qu'on peut faire une micro-expérience ou pas? Avec Francky? On On peut essaye ou pas? essayer, hein, Francky, t'as un Moi, je suis problème le ou pas? cobaye, moi. Des Francky, c'est problèmes, notre cobaye. ouais, j'en ai pas mal. Après, moi, il y a quelque chose qui me parle, et tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est, bon, moi, j'ai 4 filles, dont 2 ados qui passent le bac en fin d'année. Bienvenue. Parcoursup, voilà, c'est vraiment la bête noire. Ah. Souvent, les parents mettent énormément la pression. Qu'est-ce que tu peux nous partager autour de ça, sur des bonnes pratiques ou des, voilà, Bah, surtout, choses. t'as des enfants qui passent ça cool, et puis t'as quand Et même puis, des tu as ceux profils qui qui sont sont, hyper c'est ça, stressés. et qui vont se coucher à pas d'heure. J'ai des exemples autour de moi qui vont se euh, coucher à 2-3 heures du matin, qui savent très bien que c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est plus fort. hein. C'est plus fort qu'elle, et c'est, bah, au final, être épuisé, même si on n'est pas efficace. Et voilà, donc Alors, oui, alors Parcoursup, j'adore parce qu'en fait, bah, déjà, quand j'étais chef d'établissement, j'étais dans la cuisine de Parcoursup. Donc, je connais Parcoursup un petit peu vu de la cuisine et vu de l'extérieur parce que la première année où ça a été en place, j'étais maman d'un ado à scolaire et j'ai fait Parcoursup à sa place. Donc, voilà, c'était horrible. Et je me suis fait un stress pas possible. Effectivement, Parcoursup, alors en plus, ça ouvre là pendant les vacances de Noël, ce qui est horrible parce qu'en fait, les ados, les repas de Noël, c'est ah ouais, alors t'as vu, t'as regardé dans Parcoursup, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Et c'est vrai que Ah quand ouais, on. pour le réveillon, c'est pas mal. Mais ouais, mais à 16 ans, 17 ans, mais t'as le droit de pas savoir ce que tu veux faire en fait. Mais quelque part, la pression sociale, la pression de la famille, elle te dit, mais il faut que tu choisisses quelque chose, tu vois. Et souvent, les choix se font par défaut. Et ce qu'on a remarqué, c'est que hmm, en université, on a quand même plus de 50% de décrochage en première année. Parce que l'orientation, en fait, elle est souvent faite soit par défaut, soit pour faire plaisir aux parents, soit voir c'est les parents qui choisissent, voilà, ou soit par aussi des idées, des visions d'une profession. Parce qu'il y a le truc aussi, c'est ah ouais, mais il va falloir choisir des études dans lesquelles tu te sens bien, parce qu'il faudra que tu aies un boulot dans lequel tu te sens bien. Mais on sait tous qu'un boulot, bah, il y a des boulots sympas, mais il y a toujours 20 ou 30% de trucs assez désagréables dans toutes les professions, quoi. Donc voilà, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une espèce de système où on leur dit il faut que tu choisisses, et en plus, il faut que tu choisisses bien, bien. parce que sinon, ça va être la merde, quoi. Ouais. Et donc, bah, dans ces cas-là, les conseils à donner, alors c'est pas vraiment de la systémie, quoi. C'est de dire, l'ado a le droit de ne pas savoir et la famille a le droit d'être stressée, mais il faut que chacun soit à sa place dans le système, en fait. C'est-à-dire que, ok, si l'ado ne sait pas, il a le droit de pas savoir, et donc dans ce cas-là, bah, soit effectivement, il fait une année de césure et il va essayer pour vivre dans son corps aussi un stage, une profession, un voyage à l'étranger, etc. Expérimenter autre Ça, chose. c'est de quoi il a besoin, parce que là, il a besoin de choisir quelque chose qu'il ne peut pas choisir. Donc, c'est horrible parce que évidemment ça fait monter le stress, donc c'est la peur de se tromper aussi, c'est la peur d'avoir une vie pourrie parce que les parents disent oui, Hmm. si tu seras t'es pas Ouais, heureux c'est le cataclysme, quoi. c'est ça, C'est mauvais si choix, vie voilà, horrible, c'est ça. donc stress de choix, C'est ça, c'est stress de vraiment. boulot, Mais puisqu'en c'est fait, horrible. Et donc, en plus, avec le contrôle continu, merci Blanquer, hein, puisque je l'ai mis en place dans l'établissement où j'étais, j'ai vu l'effet sur les élèves. Et c'est de pire en pire, parce que maintenant, j'ai plus les élèves, mais je les ai dans mon cabinet. Donc, les phobiques de Parcoursup, les phobiques de l'évaluation, mais c'est incroyable, quoi. Il y a des adolescents, et particulièrement des adolescentes, qui sont mais bloqués par ce contrôle continu parce qu'ils ont l'impression qu'ils jouent leur vie à chaque contrôle. Donc, il y en a qui n'arrivent même pas à entrer dans le lycée, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment d'accepter, si son enfant est comme ça, d'accepter qu'il a de bonnes raisons d'avoir peur. Et le rassurer, c'est vraiment pas généralement la bonne technique. Parce que si on lui dit, mais non, mais t'as pas de raison d'avoir peur, mais on s'en fout de la note et tout, bah non, il a de bonnes raisons d'avoir peur parce que
justement, dans sa projection, à lui, cette note est super importante et du coup, bah, il fait un refus d'obstacle. Mais par exemple, là, dans le cas où le fait d'accepter, tu vois, les émotions de l'adolescent, donc du coup, qui va se sentir compris, enfin au moins compris, et donc pas dans des injonctions permanentes, en plus, au-delà du système, déjà les injonctions du système, puis les injonctions de la famille, Et les injonctions que l'adolescence met en Et t'as interne. raison, c'est Parce vrai. que Parce que je parfois, pense qu'il y c'est a ce ça que aussi. tu Mm. disais, Ouais. la gamine qui travaille jusqu'à 3 heures du matin alors qu'elle a de bons résultats, etc. Et les parents doivent probablement lui dire, non mais arrête de travailler, tu sais bien que tu vas réussir. Elle, elle est en panique. Il faut aller chercher cette peur et il faut aller justement lui faire traverser ce qui va se passer de pire. Si jamais, bah, ça dépend, si c'est sa demande, c'est de dormir ou si sa demande, c'est de réussir à l'école, ça va être différent. Mais voilà, et c'est de lui dire, Mais qui mais ne sont ouais, pas mais incompatibles. Elle peut dormir et réussir. peut-être pas pour elle. Peut-être Ouais. que pour elle, il faut qu'elle travaille encore, encore et encore, jusqu'à l'épuisement, parce qu'elle a peur de ne pas avoir assez de temps. Enfin, il faut aller chercher sa peur. Donc, et aller lui faire traverser. Oui, puis qu'elle mette des mots dessus. Parce que le mot peur n'est pas suffisant finalement, ce que tu dis. C'est C'est qu'il plus faut que aller creuser. les mots, non. C'est vraiment qu'elle aille faire l'expérience correctrice qui va être l'expérience de cette peur, qu'elle la vive dans son corps par peut-être un pire ou peut-être autre chose. Hein. Ça dépend. Il n'y a pas de, on peut pas coller justement. Oui, en fait, on peut pas, vu que les patients sont uniques, C'est ça. on peut pas avoir une table des matières qui dit, voilà, les réactions, c'est ça, ça, ça. Voilà, Tout est personnalisé. c'est ça. Mais c'est ce que tu dis, en fait. Une fois qu'elle l'a vécu et qu'elle a ressenti le pire cas possible pour elle, c'est son expérience correctrice, de voir suite à ça comment elle agit finalement Alors pour peut-être elle. ça va changer les choses ou pas. Il y aura peut-être un autre mouvement à faire derrière. Hein, on ne sait pas. C'est pour ça que, en fait, ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que ça s'appelle thérapie brève parce que c'est 10 séances maximum et que les exercices qu'on donne entre les séances permettent de faire bouger les choses. Et ensuite, au bout de 3-4 séances, on commence à voir que ça bouge parce qu'il faut vraiment qu'on ait la photographie très claire du système, de toutes les interactions du système. Si cette adolescente, elle a par exemple un père très cool qui lui dit ouais, non, mais c'est bon, et sa mère qui lui dit non, mais il faut absolument que tu réussisses, etc., c'est de voir aussi dans le système interactionnel si elle a des sœurs, de voir ce que disent, ce que font les sœurs, est-ce qu'il y a une pression? Parce qu'il y a certaines familles, moi j'ai vu ça parce que mon troisième poste, j'ai été 2 lycées professionnels et un lycée général et technologique dans un endroit dans le 92, on va dire. Donc C'était plutôt favorisé, voilà. Et là où bah, le grand frère, il est à Polytechnique, la sœur, elle est à Centrale, et toi, tu veux aller dans un DNMA des métiers de la mode, bah, ça coince. bah oui, parce que du coup, la famille, elle te renvoie le fait que tu n'es pas approprié, que ton choix n'est pas approprié. Et donc, du coup, le risque, effectivement, que l'adolescent, bah, du coup, il se décourage, quoi. Enfin, on voit tous les cas de figure. L'orientation, c'est vraiment, c'est une loupe sur le système. C'est passionnant, hein, parce que les parents, ils s'orientent. Hein. D'ailleurs, ils passent le bac avec les gamins. Donc, si tu en as 4 qui te suivent, en 4 ans, tu vas passer le bac. Les parents, ils passent le bac. Je crois qu'ils sont encore plus stressés pour le bac de leurs enfants qu'ils l'ont été pour leur propre bac. C'est certainement vrai. Voilà. Ils s'orientent encore à la place de leur enfant. Enfin, pas tous, hein, mais quand même, mais beaucoup. Hein. Et ils projettent énormément. Et ça, évidemment, ça nourrit le système. Enfin, pour les bonnes raisons, selon eux, bien sûr, ça Mais part bien toujours sûr. d'un bon sentiment. Mais bien sûr, Mais voilà. mais bien sûr, toujours, toutes les tentatives de régulation passent par quelque chose de très logique pour aider ou pour faire à la place ou pour voilà. Donc, tout est hyper logique. Bon, t'as ta réponse, Francky? J'ai ma réponse. Ouais. Christine, est-ce que je t'ai pas posé une question à laquelle tu aimerais répondre? Non, je pense que tu as bien fait le tour. Ah si, on a juste, je te vois avec ta petite broche. Ouais. Ah oui. Lobster, parce que je ne l'ai pas dit, bah, le nom de ton cabinet, c'est Lobster Coaching. Voilà, c'est Et ça. alors, dis-nous pourquoi tu as choisi Lobster? Alors donc, du coup, j'ai quitté l'éducation nationale en septembre 2023 dans le cadre d'une reconversion professionnelle, après m'être formée à la thérapie brève avec Emmanuel Piquet, justement, et son école à 180 degrés chagrin scolaire.
Et en fait, j'ai choisi d'appeler ma boîte Lobster Coaching parce que c'est justement une métaphore. Le homard est un crustacé qui a besoin, à des moments de sa vie, il se sent totalement à l'étroit dans sa carapace et soit il se dessèche s'il reste là et il va pas évoluer et il va mourir, ou alors il décide d'en sortir, de passer par un petit moment d'inconfort, mais après c'est pour grandir et se renforcer. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment ce que je rêvais. Ça collait tellement Voilà, à je ton rêvais envie. d'aider les gens en fait à sortir de leur carapace, à passer par ce moment d'inconfort, mais pour grandir et se renforcer parce que en plus c'est aussi ce que moi j'ai fait dans mes différentes changements de professionnels, de profession, des choix de vie, etc. Et vraiment, j'ai traversé mes peurs, justement de cet inconfort, pour y aller, parce que passer de proviseur où tu gagnes plutôt bien ta vie, j'étais logée en plus avec très belle vue sur la Tour Eiffel. Et voilà, donc ça veut dire Ah, tu nous fais renoncer. envie, tu nous fais envie. Ça voulait dire renoncer aussi à Du ce confort matériel. confort, à tout ça. Et là, c'était vraiment un vrai choix. C'est-à-dire, soit je continuais comme ça à attendre la retraite, comme le font pas mal de gens, parce qu'il me reste pas longtemps avant la retraite, ou soit je faisais mon Et qu'est-ce qui 180 a fait le degrés. déclic? Qu'est-ce qui a été le dernier, tu vois, la petite cerise sur le gâteau qui avait dit non, là c'est bon, Euh, je passe, je fais le pas d'après. Ça a été la prise de conscience, elle a été pratiquement immédiate. C'est que j'étais tellement fière et j'étais tellement contente quand j'ai été certifiée, parce que j'avais fait ça sur mes week-ends, sur mon argent, etc. Pendant que tu étais Voilà, que j'ai proviseur. été certifiée par Emmanuel Piquet, psychopraticienne en thérapie brève. Je me suis dit, parce qu'au départ, je l'avais fait pour l'injecter dans l'éducation nationale et de me dire, c'est génial parce qu'on va pouvoir faire de l'échange de pratiques. Donc, les professeurs qui sont en difficulté avec leur classe, on va faire de l'échange de pratiques, on va voir comment ils peuvent faire différemment pour changer les choses. Les élèves décrocheurs, on va travailler avec les familles, avec les équipes pédagogiques. Les élèves à besoins particuliers, on va aller justement faire, éviter de les mettre sous microscope, etc. Enfin, j'étais... Toi, tu avais une vision rêvée Ah, mais pour de moi, ça y est. l'aide personnalisée sur un Ah, mais lycée de j'allais 2000 changer élèves. l'éducation T'allais nationale, hein. révolutionner le... Voilà. Et donc, j'ai convoqué mes CPE pour leur expliquer que ça serait sympa de faire ça et de voir un peu les choses différemment. Et puis, bah là, il y en a un qui m'a regardé, il a dit, on va pas travailler plus. Je lui ai dit, non, je ne vous demande pas de travailler plus, je vous demande de travailler différemment. Non, mais si on doit apprendre quelque chose, ça veut dire qu'on va travailler plus. Et je suis rentrée chez moi, j'étais dans une colère, mais incroyable, contre ce mec qui bloquait le système, en fait. Et après, je me suis dit, mais en fait, non. En fait, oui, il a probablement raison. C'est vrai que changer, ça va lui nécessiter de se repositionner. Il n'a pas envie et il a le droit de ne pas avoir envie. Mais toi, tu as envie de changer les choses. Donc peut-être qu'en fait, ce message-là, c'est que tu vas pas les changer de l'intérieur, mais si tu peux les changer de l'extérieur en récupérant justement tous ces élèves, tous ces parents qui savent pas plus quoi faire avec leur ado parce qu'ils le voient souffrir. Et il y a rien de pire, hein, pour un parent que de voir son gamin souffrir. Avoir un gamin qui est harcelé, avoir un gamin qui est en échec scolaire, avoir un gamin qui veut pas aller à l'école, c'est horrible. Et donc je me suis dit, bah en fait, je vais pouvoir peut-être aider ses parents. Et donc j'ai fait ma rupture conventionnelle. J'ai monté mon projet, Lobster Coaching. Je suis allée l'expliquer à la DRH du rectorat de Versailles. Et j'ai eu une rupture conventionnelle, j'ai eu cette chance. Et donc, j'ai monté mon cabinet en face du lycée. Très bien. Tu as mis une photo, un panneau, venez me voir. Ok. Ouais, génial. Bravo. Voilà. Non, ils me trouvent sur Internet, en fait, parce que je fais des tarifs préférentiels, en fait, pour les gens du lycée, pour les élèves du Ouais, lycée. super. Excellent. Donc, voilà. Et voilà. Et là, c'est bientôt Noël. Et en fait, j'ai une idée. J'ai envie de tourner une petite vidéo que je vais mettre sur Instagram, où je vais expliquer aux ados qu'en fait, leurs parents veulent les envoyer sans arrêt chez les psys parce qu'ils sont TDA, ils sont ceci, ils sont cela, ou ils savent pas ce qu'ils veulent faire et tout. Et moi, ce que je vais leur proposer, c'est d'offrir pour Noël à leurs Leurs parents une séance de découverte avec moi de 30 minutes offerte via mon site internet, où ils peuvent prendre 30 minutes offertes d'une conversation avec les parents pour voir comment on peut faire autrement. Et ça, il y a de grandes chances que Génial. les ados, ils aient un peu plus la paix après, quoi. Génial. Oui, alors fais cette vidéo. Je pense que le téléphone va sonner.
C'est une très bonne idée. Bravo Mmh. en tout cas. Beau parcours. Francky. On a l'habitude de terminer ce podcast avec des questions issues Ah de oui, l'IA. c'est vrai. On aime bien challenger nos invités, sauf que là, l'IA m'a fait une dinguerie quand j'ai dit ce que tu faisais, donc j'ai aucune question à te poser. L'IA n'était pas capable Donc de... l'IA ne Voilà. comprend rien à la systémie, Donc, ou en tout cas les questions sont vraiment mais à côté de la plaque, hein. Mais il peut pas, en fait. C'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que, oui, alors j'ai vu qu'il y avait des... Tu peux faire une thérapie avec ChatGPT en disant j'ai tel problème et il va te proposer des solutions. Mais comme nous, on fait vraiment du sur sur-mesure, mesure. quoi. Tu vois, donc il faudrait qu'il... Ah, voilà, faudrait vraiment Il qu'il faut soit vraiment très, très, très l'alimenter fort. beaucoup, Parce que beaucoup. comment une IA... Enfin, moi, je trouve que c'est... Appeler ça intelligence artificielle, je trouve que c'est pas très juste. Je dirais que c'est plus une espèce de bibliothèque qui digère tout ce qu'il y a, tout ce que les gens font, tout ce que les gens disent. Mais en fait, nous, ce que nous, on fait, c'est vraiment du sur-mesure et c'est très différent d'un individu à l'autre, donc il ne peut pas vraiment comprendre. Après, il va te proposer des trucs probablement très orientés solutions, voilà, mais ça va être du prêt-à-porter. Et moi, je dis le prêt-à-porter, c'est souvent du prêt-à-merder dans la thérapie brève, quoi. Si tu vois, c'est comme si tu mets le slip du voisin, quoi. Ouais, non, Ok. ça marche pas. Je pense que personne n'a envie de le mettre. Non, tu vois, un slip, ça choisit, il faut vraiment, ça dépend ce que tu aimes. C'est une caleçon, si tu aimes Ouais. plutôt que ce soit doux, coton, Toi, machin. Francky, c'est quoi ton slip préféré? Moi, je suis plutôt boxer, Ah, voilà, tu vois, en mais coton donc, bambou. tu vois, si ton voisin, il est slip kangourou, tu vas pas être à l'aise, Non, quoi. c'est mort. Enfin, tu peux faire des découvertes, mais bon. Francky, on a aussi l'habitude de terminer avec ta spécialité. Petite session de méditation, Ouais. exactement. Alors Ça te va, aujourd'hui, Christine? ça te convient? J'adore. Ah bah Vas-y. super. Aujourd'hui, on va pratiquer une méditation que j'ai appelée la méditation silence. Pourquoi silence? Parce qu'en fait, on va se concentrer sur tous les sons qu'il y a autour de nous pour au final réaliser que le silence n'existe quasiment pas, quasiment jamais. Donc pour pratiquer, on se met dans une position confortable. On ferme les yeux. On peut s'étirer un petit peu les épaules, la nuque, histoire de détendre le haut du corps, généralement là où le stress se loge. Une fois qu'on sent qu'on a une position qui est confortable, on va commencer par prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche à son rythme. Et sur la 3e et dernière expiration, on va se vider complètement les poumons jusqu'à ne plus avoir d'air du tout, du tout, du tout, du tout. Puis on reprend une respiration naturelle. On ne cherche pas à contrôler cet air qui entre et qui sort de notre corps. On est juste pleinement présent. Et on va commencer par observer tous les sons qui nous entourent. Et on ne cherche surtout pas à éviter ces sons, à ne pas les entendre. Ce n'est pas possible. Donc la meilleure solution, c'est d'entendre ces sons, de les écouter, de les laisser venir et de les laisser repartir. Quelle que soit la nature, que ce soit un ronronnement d'ordinateur, notre propre respiration, une personne qui parle ou qui fait des bruits dans une pièce à côté. Un klaxon, un bus, une moto qui passe à l'extérieur de chez nous, peu importe. On observe chacun de ces sons et on va essayer de se concentrer maintenant sur les silences, parce qu'il existe quelques silences parfois, c'est-à-dire qu'une fois qu'un son se termine, on observe le silence jusqu'à qu'il y ait un autre son qui vienne prendre la place. Et dès qu'on est interrompu par une pensée ou une sensation corporelle, eh bien, on n'a qu'une seule chose à faire, se concentrer de nouveau sur tous les sons environnants. Et pour terminer cette session de méditation, on va prendre une
Inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Et on va pouvoir se reconnecter visuellement avec la pièce dans laquelle vous êtes installé, en ouvrant les yeux, en bâillant si on le souhaite, en s'étirant si on le souhaite. Moi, j'ai déjà baillé 2-3 fois là. J'ai entendu quelques bâillements par ici. Ouais, moi, moi, quelle que soit l'heure à laquelle je fais la méditation, c'est ciao, bye, je vais faire une sieste. Excellent. Merci, Francky. Avec plaisir. C'est génial cette méditation parce que j'ai une petite anecdote à ce propos. Alors moi, je suis née à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Et une fois, j'étais partie au ski dans un chalet en plein milieu de nulle part, vraiment c'était vers Gex. Et la nuit, il a neigé. Et en fait, je me suis réveillée et il y avait un vrai silence, comme je n'avais jamais entendu de ma vie. Puisque à Paris, tu as toujours effectivement une sirène, un bruit Ouais, Un bruit de fond, fond, là, bruit de on a les fond, ronronnements voilà. d'ordinateur et C'est ça. quelque chose. Et ben, tu sais quoi? Et ben, Il y a ça eu le m'a fait silence. paniquer. Ah ouais. Parce que c'était vraiment un truc Inconnu. inconnu. Ok. Et je pense que quand il a neigé, tu as une qualité de silence comme tu as rarement, tu vois. Puis là, tu n'avais rien, quoi. Et Donc, qu'est-ce j'étais- que t'as fait? T'as mis la musique? Ouais. À l'époque, j'avais un Walkman Ouais. que les jeunes ne connaissent pas d'ailleurs, jaune, Sony, Jaune et étanche. bleu, là. Ouais. Étanche quand même. T'avais la version plus. Ouais. Bah, ok. Bah, merci beaucoup. Merci, Merci Christine Christine. d'être venue. C'était super intéressant. On était ravis de t'avoir avec nous. Eh ben, merci à vous, c'est très sympathique. C'était un grand plaisir. Francky, tu as un petit dernier message à nous faire passer? Dernier message, effectivement, on va avoir la chance d'avoir Christine qui va nous rejoindre dans la communauté Peaceful Mind. Et donc, on vous partagera bien entendu toutes les informations en description du podcast. Et donc, si vous nous rejoignez, vous aurez la possibilité de poser des questions directement à Christine, qui se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci. Merci. Merci.